Bonjour tout le monde. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais exercer mon droit de réponse à un petit youtubeur qui dit de la merde. Il se trouve qu'il y a récemment un youtubeur qui a sorti une vidéo où il expliquait qu'une ville de l'âge du cuivre a été détruite par une comète et c'est faux. Donc aujourd'hui on va faire un petit clash et on va lui refaire le cul à ce fils de schlag. Alors ce youtubeur, vous le connaissez peut-être, sa chaîne s'appelle Astronogeek, il a 800 000 abonnés, et du coup, comme il dit de la merde, ben aujourd'hui on va le clasher, et puis je vous suggère de vite aller faire un tour sur sa chaîne et de lui dire à quel point il fait de la merde, parce que bon, mais c'est pas du harcèlement, hein, c'est pas du harcèlement. Hein. Bon allez, plus sérieusement, je vais donner un petit peu de contexte à ceux qui l'auraient pas. Le mois dernier, j'ai publié une vidéo que j'ai faite il y a déjà un bout de temps, où je racontais l'histoire de Tal El Hammam, une ville chalcolithique, donc de l'âge du cuivre, qui aurait été détruite il y a 3600 ans par un impact de comète, et qui aurait peut-être donné naissance au mythe de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le mythe biblique de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et pour ce faire, je me basais sur un article qui, à l'époque, avait pas mal circulé dans la presse de vulgarisation. C'est d'ailleurs, je crois que c'est un des plus gros buzz qu'il y avait eu dans la vulga depuis des années. Enfin, je veux dire, c'était un article qui avait été énormément repris. On entend régulièrement parler d'astéroïdes qui frôlent la Terre, etc. Mais bon, ça reste... Il y a 2-3 articles qui sont parus, là, ça avait vraiment beaucoup circulé, donc je m'étais dit, ça peut valoir le coup d'en parler. J'avais fait ma vidéo, je l'ai rangée dans un coin, et je me suis plus posé la question, jusqu'au moment où je l'ai sortie. Sauf qu'entre le moment où j'ai fait cette vidéo et le moment où je l'ai sortie, l'article a été fortement critiqué, mais sauf que moi je l'avais pas vu, ça, je suis passé à autre chose. Donc quand ma vidéo est sortie, dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient « Attention, cet article a été vivement critiqué ». Au point que je me suis dit, ça vaut peut-être le coup que je vire la vidéo et que j'en refasse une ou que je la remette en ligne agrémentée de commentaires. Et en fait, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc concrètement, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va re-regarder cette vidéo que j'ai retirée le mois dernier, que vous avez peut-être ou peut-être pas vue, et je vais l'agrémenter de commentaires à l'aune des nouvelles informations dont je dispose. Mais j'insiste, hein, surtout, n'allez pas harceler Astronogeek, c'est pas cool, hein, c'est pas cool d'aller insulter les gens parce qu'on a fait une vidéo sur eux. Aujourd'hui, on va mettre en parallèle deux ouvrages totalement incompatibles l'un avec l'autre. La Bible et la revue Nature. On va aussi voir comment l'Église s'est servie d'un événement cosmique pour justifier la persécution des homosexuels. Grosse ambiance. Parlons d'une région située à cheval entre Israël et la Jordanie, appelée la vallée du Jourdain. Israël et la Jordanie sont des régions archéologiquement très riches grâce à leur forte occupation humaine au néolithique et à l'âge du bronze. En même temps, c'est là que prennent place la plupart des récits bibliques. Donc bon. La vallée du Jourdain se trouve sous le niveau de la mer. La ville de Jéricho, par exemple, est la ville la plus basse du monde avec une altitude de moins 240 mètres. Et justement, dans cette vallée située au nord de la mer Morte, les archéologues ont pu constater une chose étrange. La région, très prospère et abritant parmi les plus grandes villes à des centaines de kilomètres à la ronde il y a 3600 ans, est soudainement désertée et aucune trace d'installation humaine n'y est relevée pendant plus d'un demi-siècle. Qu'est-il arrivé dans ce coin du Proche-Orient pour que personne ne s'y installe sur une aussi longue période ? Bon alors pour commencer, je suis désolé mais je lis la vidéo sur mon ordinateur en même temps pour pouvoir vous la commenter en direct. Et il aime pas trop ça, il s'est mis à souffler comme un bœuf, donc il y aura peut-être un léger petit son en arrière, en fond dans ma vidéo, tant pis. Donc je voudrais juste m'arrêter là, à ce moment-là de la vidéo, pour signaler une erreur qui m'a été beaucoup signalée, c'est, je dis que la zone a été désertée pendant un demi-siècle. Ma fourche à languer, je voulais simplement dire un demi-millénaire, voilà. Et je le dis à 2 reprises dans la vidéo, j'avais eu beaucoup de commentaires là-dessus, voilà. Alors, cependant, on notera quand même que cette histoire d'inoccupation de la zone pendant un demi-millénaire, l'explication de l'équipe qui a avancé la théorie de la comète justifie cette absence d'occupation pendant 500-600 ans dans la zone. Ça n'a a priori pas été démonté. Donc la zone est restée inoccupée pendant 500-600 ans, et si c'était pas à cause de l'impact de la comète, on sait pas. Avant de vous livrer les conclusions des archéologues, on va parler d'un récit biblique.
Et on va commencer par faire un petit rappel théologique pour les plus mécréants parmi vous. C'est bon, faites pas cette tête, hein, je fais partie du club. Alors cette première partie de la vidéo où j'explique un petit peu la Genèse, enfin un bout de la Genèse, a été très appréciée par les uns et reçue très très amèrement par d'autres, surtout les croyants. J'ai reçu beaucoup de commentaires sous la vidéo de gens qui disaient que je respectais pas la Bible ou leurs croyances ou quoi, mais les gens, je me dois de vous respecter vous, par contre j'ai le droit de me moquer d'un bouquin. Que les choses soient bien claires. Je me moque pas du fait que vous croyez en Dieu, je me moque pas de votre religion. Je me moque d'un texte. Ça, j'ai le droit. Je sais qu'il y a des tas de gens qui aimeraient bien qu'on n'ait pas ce droit. Mais je l'ai quand même. La première partie de la Bible, l'Ancien Testament, est grosso merdo commune aux 3 grandes religions monothéistes. Et le premier livre de ce testament est la Genèse. Normalement, ça, même si votre religion c'est Star Wars ou les Rolling Stones, vous en avez entendu parler. C'est le récit de la création du monde, avec les 2 nudistes dans un verger ou Noé et son zoo flottant. J'ai dit que j'étais aussi un mécréant. Hein. Mais la Genèse est aussi le récit de la création de la première religion monothéiste et du peuple qui la pratique, les Feuges. Enfin, les Hébreux, quoi. Une bonne partie du bouquin est centrée autour de son fondateur, Abraham. Abraham est l'arrière petit-fils de Sem, l'un des fils de Noé. Le mec avec le bateau. La Genèse est donc le récit de quelques passages mouvementés de sa vie et... comment dire ? On va créer un compteur de gouttes vomies dans la bouche. Ok ? Donc encore une fois, hein, ce texte est dégueulasse quand il est lu à notre époque, mais c'est pas ma faute. Hein. Je veux dire, ça, c'est la Bible que j'ai utilisée pour faire cette vidéo. Je voulais vraiment me baser sur le genre de truc que tout le monde pouvait lire. C'est pour ça que dans la vidéo, je donne à un moment les références des textes que je cite. Ça, c'est une Bible du commerce, c'est typiquement le genre de Bible que vous avez à l'église. C'est une Bible normale, c'est la... je sais plus, je crois... c'est la Bible de Genève. Alors il y a 15 millions de versions de la Bible qui sont différentes traductions, soit du texte original, soit de la Vulgate qui est elle-même déjà une traduction en latin de textes qui étaient écrits en, je sais plus, hébreu, araméen, enfin il y avait, de toute façon c'était un corpus de textes qui n'étaient pas tous écrits dans la même langue. Quoi qu'il en soit, le problème des différentes traductions de la Bible, c'est évidemment qu'une traduction, ça implique un certain degré d'interprétation, parce que les mots dans les différentes langues n'ont pas le même sens, les tournures de phrases ne sont pas les mêmes, etc. Donc il y a toujours un petit niveau d'interprétation. Néanmoins, le sens global de la Bible, normalement d'une traduction à l'autre, il change pas trop. Certes, parfois une tournure de phrase dans un truc un peu flou, ça peut te faire une scission au sein d'une religion. Néanmoins, j'ai pris une Bible normale. Les textes que je donne sont... vous pouvez y accéder facilement, quoi. Donc ça, c'est certes la Bible que j'ai utilisée pour la vidéo, parce que elle est facile à lire, mais je peux pas m'empêcher de juste vous montrer comme ça pour le plaisir le plus bel exemplaire de Bible que j'ai à la maison. Voilà, c'est pas le même... c'est pas la même chose. Bref, on enchaîne. Déjà, Abraham, qui s'appelle alors Abram, épouse sa demi-sœur Sarai. En gros, toute sa vie, Dieu vient lui rendre visite et lui dit à chaque fois qu'il va faire de sa descendance les rois du monde, en gros. Et donc, il lui donne tout un tas d'instructions à suivre. Dans toutes ces péripéties, les 2 frères d'Abram meurent. L'un d'eux a un fils, Lot, qui est donc le neveu d'Abram. Les 2 sont bergers et ont tellement de troupeaux que ça devient invivable. Abram s'installe donc au chêne de Mamré et Lot dans la ville qui se trouve dans la vallée en contrebas, Sodome. On va y revenir. Un jour, alors qu'il traverse l'Égypte, Abram dit à Sarai, sa femme, de se faire passer pour sa sœur. Parce qu'elle est super belle et que si Pharaon découvre que c'est sa femme, il va tuer Abram et se taper Sarai. Alors que si c'est sa sœur, il va bien traiter Abram. Mais se taper Sarai quand même. Genèse chapitre 12, versets 11 à 20. Donc j'insiste juste là-dessus parce que j'ai reçu beaucoup de critiques sur ma lecture de la Bible, mais si je vous donne les références de ce que je lis, c'est justement parce que je savais que certains me croiraient pas ou trouveraient que j'exagère, etc. Mais non, ce que je décris dans cette partie de la vidéo, c'est la Bible. Hein.
Alors qu'Abraham arrive à un âge canonique, il n'a toujours pas d'enfant, alors que Dieu lui a dit de lever les yeux au ciel et d'être astronomique. Enfin, presque. Dieu lui dit de lever les yeux au ciel, de compter les étoiles, et ça lui donnera une idée de sa descendance. Ce qui revient à peu près à la même chose. Quoi qu'il en soit, Sarai est stérile. Elle lui dit alors qu'il a qu'à se taper sa servante Agar. Mais Agar, une fois qu'elle s'est tapé le taulier, commence à ne plus respecter sa maîtresse. Sarai demande donc à Abraham ce qu'elle doit faire, ce à quoi il lui répond « Bah mets-lui des coups de latte dans la gueule !» Agar s'enfuit alors, mais tandis qu'elle est dans le désert, un ange lui apparaît et lui dit de retourner auprès de ses maîtres, parce qu'elle porte le fils d'Abraham, Ismaël, qui est le premier d'une nombreuse lignée. Donc Agar ferme sa gueule et rentre à la maison. Donc ça c'est Genèse chapitre 16 versets 1 à 11. Alors qu'Abraham a 99 ans, avec un fils de 13 ans, Dieu revient encore lui rendre visite et lui refait le coup de la descendance nombreuse. Il lui explique qu'il va, en gros, leur filer tout le monde connu et le renomme comme un vulgaire fichier Excel. Il lui dit donc « Tu ne t'appelleras plus Abram, mais Abraham ». Parce que Abraham, ça veut dire père exalté, alors qu'Abraham, ça veut dire père d'une multitude de nations. Est-ce que ça valait vraiment la peine de refaire un extrait de naissance à presque 100 berges pour 2 lettres? C'est aussi à ce moment-là que Dieu lui explique qu'en signe d'allégeance, Abraham, ses descendants et ses serviteurs devront se circoncire. Pourquoi? Bref, Dieu lui dit aussi qu'il va changer le nom de Sarai en Sarah et qu'il va la faire tomber enceinte. Là, Abraham se fout ouvertement de la gueule de Dieu, je vous jure, Genèse 17-17, parce qu'il a presque 100 ans et sa femme 90. Sauf que Sarah va effectivement tomber enceinte et donner naissance à Isaac. Par contre, il se fout pas de la gueule de Dieu quand il lui dit de se couper le bout de la bite. Manifestement, ça lui paraît normal, parce qu'à peine Dieu est parti, qu'Abraham se coupe le prépuce, va chercher son adolescent fils Ismaël et lui fait subir le même sort. Et tous les serviteurs y passent aussi. J'essaye d'imaginer la scène. Ismaël, arrête de te tirer sur l'élastique et viens ici, faut qu'on fasse un truc. Plus tard, après la naissance d'Isaac, Dieu reviendra pour un passage célèbre de la Bible où il demande à Abraham de sacrifier son fils et au dernier moment, il lui dit que c'était une blague et de sacrifier un agneau à la place. Entre ça et le tuning de Sgeg, on savait rigoler à l'époque. Ah oui, au fait, dès qu'Abraham a un fils de sa femme, il envoie Agar et Ismaël se faire foutre. Ah. Mais au milieu de toutes ces joyeusetés, le passage qui nous intéresse aujourd'hui se situe juste après l'histoire de la circoncision. Dieu et 2 anges viennent aux chênes de Mamré visiter Abraham. Quand il les voit arriver, il dit à sa femme de préparer du pain pendant qu'il fait abattre un veau. Le mec prend l'apéro avec Dieu. On joue clairement pas dans la même catégorie que lui. Bref, Dieu est venu dire à Sarah qu'elle aura un fils dans l'année, parce que manifestement Abraham ne lui a pas dit, et elle aussi se fout de la gueule de Dieu parce qu'elle n'a plus de libido et qu'Abraham a la nouille trop cuite. Je vous jure c'est vrai, Genèse chapitre 18 verset 12. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Ah oui, je voudrais encore juste revenir sur un petit truc rapport au fait que je suis un gros mécréant et que je n'ai aucun respect pour la Bible et pour les croyants, mais si, j'ai tout à fait du respect pour les croyants. J'ai envie de vous faire une métaphore, ok? J'ai aucun problème avec les gens qui ont une religion si ça les aide à avoir, une certaine moralité dans la vie. J'explique. Imaginons que votre religion ce soit Harry Potter. Non, c'est pas débile comme comparaison, vous allez voir. Imaginez que vous ayez lu tous les bouquins Harry Potter et que vous trouviez que le personnage d'Harry Potter est une moralité que vous jugez particulièrement bonne. Je sais pas, il a des valeurs, Harry Potter, le courage, l'amitié, je sais pas moi, se porter au secours des gens qu'il aime, j'en sais rien, des trucs, d'accord? Et vous vous dites, hey, Harry Potter c'est vraiment un gars bien, dans la vie j'ai envie de me comporter comme lui.
Imaginez qu'au quotidien, vous vous disiez que ferait Harry Potter dans cette situation? D'une certaine manière, on peut dire que votre religion, c'est Harry Potter. Si votre grand modèle dans la vie et celui qui vous sert de base pour construire votre moralité, c'est Harry Potter, quelque part, votre religion, c'est Harry Potter, d'accord? Je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Bon, maintenant, imaginons que je vienne et que je vous dise ouais, mais t'as vu, Harry Potter, il a une baguette magique, ça existe pas. C'est vrai. La magie, ça existe pas. Mais théoriquement, ça, vous le savez aussi. Si votre religion c'est Harry Potter, vous savez que en fait la magie ça n'existe pas, c'est juste un support pour l'histoire, mais le personnage, vous pouvez quand même essayer de vous y identifier et de vous rapprocher de sa moralité. Si je critique le livre, si je me moque du livre en disant t'as vu là il fait Wingardium Leviosa, ok, mais ma moquerie ne remet pas en question la manière dont vous gérez votre vie. Parce qu'Harry Potter, c'est toujours quelqu'un de bien. Et si vous vous faites comme Harry Potter, normalement, vous aussi. Mais si par contre, je critique la magie et que vous vous énervez en disant « Oh si, ça existe !» là, on peut sérieusement se demander si vous avez une approche saine de votre religion. Et finalement, la Bible, c'est un peu pareil. Juste pour pas qu'on me prête des conflits moraux ou je ne sais quoi qui ne sont pas les miens, je voudrais juste préciser qu'un de mes meilleurs amis est curé. Mais si on arrive à bien s'entendre, c'est parce que justement pour lui, la religion c'est une manière d'organiser sa vie selon des textes qu'il faut replacer dans leur époque, hein. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va m'expliquer que le serpent, Adam et Ève, tout ça, c'est vrai. Non, ce sont des textes qui ont été écrits à une certaine époque pour expliquer le monde. Aujourd'hui, on sait que ça marche plus comme ça. Mais il n'empêche que Jean-Claude, c'est a priori un mec bien et qu'on peut essayer de se fier à la moralité qu'il décrit pour gérer sa vie, finalement. Et ça l'empêche pas non plus de croire qu'il y a un au-delà, mais il le croit. Il ne le sait pas, il le croit. Moi, je crois qu'il y en a pas, mais je ne le sais pas, je le crois. On a des croyances différentes, mais c'est pas une raison pour se foutre sur la gueule. Parce que aucun de nous deux n'a de certitude absolue. Lui, il a décidé de croire un truc, moi j'en crois un autre, mais aucun de nous deux ne sait. Et donc, la Bible, c'est comme Harry Potter. Si vous lisez les histoires de Jean Christian et que dans la vie, il fait des trucs super bien et que vous dites que c'est une bonne base morale pour orienter votre vie, j'ai absolument aucun problème avec ça. Par contre, j'ai un gros problème si vous commencez à m'expliquer que l'histoire de Lot et ses filles, ou le serpent dans le jardin de l'Éden, l'arche de Noé, tout ça, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. On sait qu'il n'y a pas eu de déluge, on sait que on ne vient pas tous de la côte d'Adam, etc. Voilà, on sait ça que c'est pas vrai. Par contre, j'ai aucun problème avec les gens qui se disent oui, je décide de vivre selon les préceptes moraux de la Bible, parce que Jésus il essaye de faire en sorte d'être un gars bien, et j'essaie de faire pareil. D'ailleurs aux États-Unis on lit souvent What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait dans ce cas-là? Et pour moi c'est pas un problème de vivre comme ça. Par contre, ouais, si je me moque d'un miracle ou de Moïse qui ouvre la mer en deux, etc., normalement, si vous avez une approche à peu près rationnelle de votre religion, ça devrait pas vous poser problème. Normalement, votre réaction, ça devrait être « Oui, ça, on sait de toute façon que c'est juste une histoire, mais c'est pas ce qui est important. » Normalement, votre réaction, ça devrait être ça. Si vous avez une réaction épidermique parce que quelqu'un se moque de ça, déjà, c'est que vous êtes pas trop confiant en vous-même, parce que normalement, quand on est un minimum confiant en sa religion, c'est pas une simple moquerie qui devrait la remettre en question, d'une part. Et d'autre part, normalement, j'ose quand même espérer qu'au XXIe siècle, vous savez que... ouais, ces détails-là de la Bible, c'est juste de la fiction. Hein? On est bien d'accord? Parce que si on n'est pas d'accord, ça m'inquiète un peu, en fait. On reprend. Bon allez, assez blasphémé pour le lol, la partie qui nous intéresse commence là. Quand Dieu et ses deux gardes du corps s'en vont, Abraham les raccompagne en direction de Sodome et sa ville jumelle, Gomorrhe. Il se trouve que Dieu a entendu des rumeurs au sujet des Sodomites. Est-ce que vous voyez de quoi, comment, où que je veux en venir? Alors en vrai, non. On parle pas spécifiquement de sodomie. Pas encore. Mais il n'empêche que Dieu a entendu dire qu'à Sodome, on se comporte pas très bien. Et donc il envoie ses deux anges jeter un œil, et si c'est vrai, il compte atomiser la ville. Alors Abraham lui dit ouais mais mec, si ça se trouve à Sodome, y a des gens bien dans le lot.
Tu vas pas les atomiser avec les autres quand même, c'est pas très Charlie. Je vous jure, le mec il tient tête à Dieu comme ça. Genèse 18, verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Le mec il fait la morale à Dieu. Il a des couilles en adamantium. Mais bon, Dieu lui dit, si je trouve 50 justes à Sodome, j'épargne la ville. Alors Abraham lui dit, ouais mais imagine il y en a 45. Alors Dieu lui dit, ok, pour 45, j'épargne aussi la ville. Ouais mais s'il y en a 40, ok, pour 40, j'épargne la ville. Alors t'énerve pas hein, mais s'il y en a 30, pour 30, j'épargne la ville. Et si jamais il y en a 20... Bon, ta gueule! Ça, c'est ce que moi j'aurais répondu si j'avais été Dieu. Mais Dieu, il est plus patient que moi parce qu'il laisse Abraham négocier comme ça jusqu'à 10 justes. Et il se casse. Commence alors le chapitre 19 de la Genèse. Attachez vos ceintures. Les deux anges arrivent à Sodome dans la soirée. À la porte de la ville se trouve Lot, le fameux neveu d'Abraham, qui les voit arriver et les accueille en leur proposant le gîte et le couvert. Les anges refusent et lui disent qu'ils vont passer la nuit dans la rue. Lot insiste lourdement, tant et si bien que les anges l'accompagnent chez lui, où tout le monde boustifaille. Mais les habitants de Sodome, les sodomites donc, des enfants jusqu'aux vieillards, commencent à entourer la maison de Lot et lui disent assez fermement de faire sortir les deux hommes entrés chez lui afin de faire connaissance. Lot sort de chez lui, ferme la porte derrière lui et implore ses concitoyens de ne pas faire de mal à ses invités. Et il négocie la chose en offrant deux de ses filles, encore vierges, en pâture à la foule, à leur place. Comme il n'est pas originaire du patelin, les habitants lui disent que de toute façon, ils vont faire ce qu'ils veulent et parce qu'un peu de xénophobie n'est jamais de trop, ils vont lui faire encore pire à lui, l'étranger. Une émeute éclate quand les sodomites tentent de rentrer de force dans la maison de Lot. Les anges attrapent Lot par le callback et ferment la porte in extremis devant les émeutiers. Ils rendent ces derniers aveugles pour faire cesser l'attaque et disent à Lot de rassembler sa famille et de se barrer fissa parce que la décision est prise, atomisation, tout ça. Lot va voir ses gendres, les époux de ses autres filles donc, et leur dit qu'il va falloir foutre le camp. Mais ils ne le croient pas et se foutent de sa gueule. Lot hésite à partir sans ses filles mariées, mais les anges le rechopent par le callback et le foutent dehors à coups de pied au cul, lui, sa femme et ses deux filles, qui, par on ne sait quel miracle, sont encore vierges dans une ville pareille. Une fois à la porte de la ville, l'un des anges lui dit de fuir sans se retourner et de trouver refuge dans la montagne. Et alors que le soleil se lève pendant la fuite de Lot et de sa famille, Genèse 19, versets 24 à 28, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Je trouve il est vachement hollywoodien ce dernier verset. Bon alors, pour finir l'histoire, Lot se réfugie dans une grotte sur la montagne, mais histoire de faire péter le vomitomètre, voici la fin du chapitre. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père.
L'aîné enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Mesdames et messieurs, la Bible. Pas sûr qu'il soit souvent lu à l'église ce passage, je vous jure que si j'avais été curé, la messe aurait été plus rock'n'roll. Bon alors un dernier truc, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de commentaires là-dessus, la Bible, alors dans la Bible, normalement il y a les tables des lois qui ont été données à Dieu, par Dieu à, qui c'était Moïse, hein, oui, mais sinon le reste du texte a été écrit par des hommes. On est bien d'accord, hein. D'ailleurs on va en reparler après, on va faire un petit peu d'histoire de l'église ancienne, mais quoi qu'il en soit, ce passage-là, le mec qui a inventé l'histoire, il était un peu chelou, non? Alors j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient oui, mais il faut replacer les choses dans leur époque. Je suis tout à fait d'accord, hein. Je suis tout à fait d'accord. C'est un texte, celui-là, qui date d'avant Jean-Christophe, hein. Je n'ai pas la date exacte, mais les textes de l'Ancien Testament ont été rédigés entre moins 800 et moins 200 avant Jean-Claude. Donc c'est enfin 800 et 200 avant Jean-Claude, quoi. Bon bref, le fait est que effectivement c'est des textes qui datent d'une autre époque. Mais si ça c'est un truc qu'on dit quand on lit l'histoire de Lot et de ses filles, en fait c'est un truc qu'on peut dire sur tout le texte. C'est-à-dire qu'à un moment faut pas être hypocrite. Quoi que dise la Bible, il faut le replacer dans le contexte historique. C'est d'ailleurs vrai pour tous les textes religieux, hein. D'ailleurs, par exemple, vous savez pourquoi les juifs et les musulmans, ils mangent pas de porc? À partir du moment où vous avez tué votre cochon, la viande se faisant très vite à température ambiante, et elle devient très vite impropre à la consommation, parce que des bactéries se développent dedans, et... comment elles s'appellent ces bactéries? Merde, je sais plus. Enfin bon, bref, elles relâchent de la toxine botulique, qui est un poison violent, quand même. Donc ça peut au minimum vous rendre malade, au maximum vous tuer. Donc c'est pas une bonne idée de manger du porc sous certaines latitudes, sous certains climats. Et il se trouve que fut une époque, ces textes-là faisaient valeur de loi, en fait. Donc effectivement, interdire aux gens de manger du porc, c'est logique, dans le contexte de l'époque. Bon alors, après cette franche tranche de rigolade blasphématoire, n'empêche, si l'enfer existe, pensez à m'enterrer avec un tube de sauce barbecue, hein. On va maintenant parler de Nature. Nature n'est pas un livre où les filles couchent avec leur papa. Nature est une revue scientifique où sont publiés des articles de recherche. Et le 20 septembre 2021 est paru un article intéressant pour une chaîne YouTube qui parle d'astronomie. Oui, parce que cette vidéo va un peu parler d'astronomie quand même. De nombreux mythes très anciens ont déjà montré leur lien plus ou moins étroit avec l'histoire. Par exemple, persuadé que les récits d'Homère avaient un ancrage historique, l'homme d'affaires et archéologue Heinrich Schliemann lance en 1870 des fouilles sur la péninsule anatolienne qui mèneront à la découverte des ruines de la ville de Troie. Alors pause encore une fois, là on m'a fait remarquer en commentaire que je m'étais trompé, l'image que je vous ai montrée c'est une image de la porte de Mycène. Troie ça ressemble plutôt à ça, enfin une des versions de la ville de Troie, parce qu'elle a été rasée, reconstruite, et donc il y a énormément de vestiges, mais bon voilà, Troie c'est plutôt ça. Est-ce qu'Achille, Ajax, Ulysse, Hélène et les autres ont existé? Non. Est-ce que l'une des 9 destructions de la ville au cours de son existence et répertoriées par les archéologues ont pu inspirer Homère? Probablement. On trouve aussi dans la description faite par Platon de l'Atlantide un grand nombre de points communs avec l'archipel de Santorin, ravagé vers 1600 avant notre ère par son volcan, ou la cité fluviale de Tonis Héracléon, qui a fini dans les eaux du Nil suite à un tremblement de terre. Est-ce que l'une d'elles est l'Atlantide? Non. Est-ce que des récits de cités-états riches et prospères et détruites du jour au lendemain ont pu inspirer le mythe de l'Atlantide? Peut-être bien. Et donc, est-ce que le mythe de la destruction de Sodome et Gomorrhe pourrait lui aussi avoir été inspiré par un événement historique? Eh bien, c'est ce que pense une équipe de chercheurs de l'université de Santa Barbara en Californie qui ont vu un lien entre ce récit et l'étrange désertion de la vallée au nord de la mer Morte.
Alors, je vais m'interrompre encore une fois pour dire un truc. Je suis pas encore trop dans le debunk, là, je suis encore un petit peu dans la justification, on va pas se mentir, parce que j'ai notamment vu des commentaires disant « Oh là là, Astronogeek, il cite pas ses sources, il a mis que des conneries en description. » Oui, j'ai mis des conneries en description, pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, on m'avait accusé de plagiat, parce que j'avais pas sourcé un truc qui faisait partie de mes sources. Bah, j'avais pas mis de source du tout, hein, mais je veux dire, il y a un truc qui faisait partie de mes sources, on m'a dit « Ah, t'as vu, il l'a pris, c'est du plagiat. » Bon, bref. Le fait est que personne lit les sources. Et quand je disais ça, on me disait non, c'est pas vrai. Donc j'ai mis des sources à la con sous toutes mes vidéos. Si je vois un commentaire dans les commentaires d'une vidéo sur 3 disant ah lol le rickroll dans les sources, c'est bien. Non, personne ne va lire les sources. Donc du coup, ouais, je m'emmerde pas à les mettre. Je sais que oui, c'est pas bien, c'est pas de la rigueur scientifique et tout, mais j'ai pas d'avis sur la question. En fait, c'est un grand débat chez les sceptiques, chez les vulgarisateurs, chez les machins. Il y a le Café des Sciences qui est prêt à radier quelqu'un parce qu'il a pas mis ses sources. Je vais pas revenir sur les vieux dramas qui sont arrivés à certains youtubeurs que vous aimez bien, etc. Mais il y a des gens qui sont un petit peu extrémistes dans leur position. Et moi je me dis oui, les sources c'est bien, mais personne les lit. Par contre, on m'a reproché de ne pas avoir mis mes sources dans cette vidéo. Ça vous dit très exactement où vous devez aller chercher, en fait, hein, ce screen-là. Ça, c'est ma source. Voilà. Donc, les gens qui ont dit que j'avais pas mis mes sources, c'est pas vrai, ça, c'est ma source. Ensuite, il y a des gens qui m'ont dit, oui, bah, il a publié une vidéo sur cet article alors qu'il a été critiqué, il aurait pu le dire et tout. Alors, je voudrais juste, là encore, c'est de la justification, mais dire un truc. Est-ce que vous avez vu ma coupe de tif dans la vidéo? Est-ce que vous avez vu ma coupe de tif maintenant? Est-ce que vous voyez où mes cheveux arrivent? Il s'est passé un peu de temps entre le moment où j'ai fait cette vidéo et je l'ai diffusée. C'est comme ça que je fonctionne, je fais mes vidéos en avance, j'ai un tas de vidéos en avance, et je les diffuse au fur et à mesure. Ça me permet de moi mieux m'organiser dans le boulot, et surtout d'éviter la grosse maladie professionnelle, on va dire, des youtubeurs, c'est le burn-out. Il y a des tas de youtubeurs qui font un burn-out parce qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme de sortie des vidéos. Moi j'arrive à en faire en avance, et donc j'ai toujours un petit peu le temps de voir venir. Et j'essaie d'en avoir beaucoup en avance pour pouvoir me lancer dans de gros projets à l'avenir. Mais donc cette vidéo, je l'ai faite il y a longtemps. Je l'ai faite, je crois, toute fin 2021, un truc comme ça. Donc forcément, d'ailleurs, il suffit de regarder en fait. Je vais vous montrer, donc ça c'est le screen de la vidéo, c'est l'article dont je me suis inspiré, et ça c'est la gueule de l'article aujourd'hui. Donc vous pouvez voir qu'il a été commenté, critiqué, etc. On a par exemple en lien sous l'article un autre article qui explique pourquoi les conclusions sont pas bonnes. On a aussi une correction de la part des auteurs, etc. Ça à l'époque, moi j'avais pas. Le truc c'est que j'ai fait cette vidéo sur la base de cet article, je l'ai rangé dans un coin, et je me suis dit un jour je la sortirai. Mais depuis je ne me suis plus spécialement intéressé à ce sujet. Or, entre-temps, bah, il y a tout un tas de trucs qui sont sortis, des critiques, etc. Mais j'ai pas vu passer ça. Donc quand j'ai sorti ma vidéo, bah oui, effectivement, une critique était parue entre-temps, mais je l'avais pas vue. Pardon. Donc maintenant, on va vraiment s'intéresser au debunk, c'est-à-dire que cet article a été vivement critiqué. Alors attention, il est critiqué, il y a une controverse autour, mais il est pas... En fait, de ce que j'ai vu, il y a de grosses critiques, il y a des choses à garder, des choses à acheter, on va voir ça, mais la conclusion est fortement remise en question. Donc maintenant, on va vraiment rentrer, disons, dans la partie debunk. Le seul truc un peu con dans l'histoire, c'est que cette vallée est au nord de la mer Morte, alors que le récit biblique la situe vraisemblablement au sud. Ça fait une différence de 50 bornes. Bref, intéressons-nous à la ville chalcolithique de Tal el-Hammam. Chalcolithique parce qu'elle date de l'âge du bronze. Aujourd'hui, ce n'est plus une ville, c'est juste un site archéologique. Mais il y a 3700 ans, c'était une cité prospère s'étendant sur une centaine d'hectares, avec des murailles enfermant la partie haute de la ville sur 34 hectares. La ville comportait de nombreuses infrastructures et on estime à 8 milliers le nombre de ses habitants. J'aime autant vous dire qu'à cette époque, c'était une très grande ville, bien plus grande que Jérusalem ou Jéricho, qui s'étendait, elle, sur une poignée d'hectares. Donc jusqu'ici, c'est juste, je veux dire par là que il y a effectivement une ville chalcolithique qui s'appelle Tal el-Hammam, les fouilles archéologiques ne sont pas remises en question. D'accord ? On enchaîne. Seulement voilà, vers 1600 avant Jésus-Christ, la ville est désertée, ainsi qu'une centaine de villages alentours, et on ne trouve pas de traces d'installations sédentaires dans les strates du sol qui couvrent les 300 à 600 ans qui suivent. Les fouilles archéologiques ont assez vite révélé que la ville avait été incendiée, ce qui n'est pas spécialement original compte tenu de la région et de l'époque.
les villes mises à sac, c'est pas rare. Voilà, donc ça en fait tout simplement, si on exclut l'hypothèse de la météorite, on peut en rester là, c'est-à-dire la ville a peut-être tout simplement été rasée lors d'une guerre. Ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi les patelins autour ont été rasés aussi, si c'était une grosse guerre, parce que on va le voir normalement plus tard, mais il y a tout un tas de patelins autour qui ont été rasés avec, et a priori dans la même période. Mais sur ce genre de recherche archéologique, la même période, c'est pas très précis, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de dire si elles ont été détruites dans la même seconde ou dans la même décennie. À la limite décennie, si on a des pollens à analyser, on peut éventuellement y faire quelque chose, mais dans des restes d'incendie, c'est plutôt difficile à dire, je pense. Mais le fait est que, si ça se trouve, il y a eu une guerre qui est passée par là, et tous les patelins ont été détruits sur une période de quelques semaines, quelques mois, 1 an, 10 ans, voilà. Le fait est que la zone a pris cher dans cette période-là. Mais ça peut s'expliquer sans météorite. L'un des bâtiments les plus fouillés du site, c'est le palais qui surplombait la ville, notamment parce qu'il était gros, robuste, et donc qu'il a laissé le plus de traces, notamment de belles fondations. Alors, une des critiques qu'a reçu cet article, c'est que certaines images étaient photoshopées. C'est notamment le cas de cette image, qui est un Photoshop. Alors, c'est pas grave, les auteurs ont dit oui, mais c'était pour le côté esthétique, etc. Mais normalement, ça se fait pas dans une publication scientifique de modifier une image de la sorte, c'est-à-dire rajouter des flèches ou des trucs pour montrer quelque chose, oui, mais rajouter des détails esthétiques, ça normalement ça se fait pas. Normalement, ça se fait pas non plus dans la presse, d'ailleurs. Dans un journal sérieux, on met que des vraies photos. On a le droit d'ajuster les contrastes, le cadrage, tout ça, même si on peut faire dire beaucoup de choses au cadrage. Néanmoins, le Photoshop, en gros, c'est niette. C'est interdit dans n'importe quel papier, dans n'importe quelle presse ou journal ou quoi, un peu sérieux. Et du coup, les auteurs ont corrigé cet article en mettant les images pas photoshopées. Jusque-là, ça reste... Par contre, tout ce qui se trouvait au-dessus a été rasé. Pour preuve, on trouve une couche de destruction de plus d'1,50 m de débris au-dessus. Dans celle-ci, on trouve à peu près toutes les preuves qu'on veut que le site a été en proie aux flammes, des cendres, des briques et des poteries fondues, mais aussi des cadavres. Enfin, ce qu'il en reste, bien entendu. Là où ça devient intéressant, c'est que les poteries et les tuiles en céramique qu'on a retrouvées fondues ont eu besoin d'un brasier à au moins 1500 degrés pour se retrouver dans cet état. Alors, un bon gros incendie, encore une fois, jusque-là, ça s'explique sans météorite. Je veux dire, pour peu que la ville ait eu des toits en chaume, alors certes, sur la représentation là, il y en a pas, ou simplement des structures en bois, de l'entassement de bois, ou n'importe quoi, une ville du Chalcolithique, ça peut brûler, et ça peut brûler du coup très fort. Intrigués, les archéologues se sont demandé si la foudre avait pu ravager la ville, ce qui aurait expliqué la fonte des céramiques à des températures aussi élevées. Sauf qu'ils ont trouvé autre chose. En passant les débris au microscope, on y trouve des grains de quartz qui sont parcourus de stries. Ces stries se forment sous de fortes pressions, et dans le cas présent, la surpression est estimée à 5 gigapascales, soit 50 000 fois la pression atmosphérique. Bon, là, on en arrive au premier vrai gros problème, cette histoire de quartz choqué. Ça, c'est l'argument principal pour justifier l'onde de choc, la surpression qui a créé ces quartz choqués. C'est autour de cet argument que s'articule tout l'article. C'est celui que moi je cite en premier dans la vidéo, parce que c'est pas forcément celui qui paraît le plus... important pour le grand public, ça allait bien dans le déroulement de mon histoire de le mettre en premier, mais c'est autour de cet argument que s'articule tout l'argumentaire de la comète ou de l'astéroïde. Mais c'est aussi ce qui a le plus été remis en question, notamment par un autre article, qui dit simplement que ces quartz choqués, en fait, c'est peut-être pas des quartz choqués. Alors, très bien, moi je veux bien, mais on va juste faire un petit point sceptique. Quand j'ai fait cette vidéo, je me suis servi de cet article qui est sorti dans Science Report, qui est une revue de Nature. Normalement, quand tu publies dans Nature, c'est plutôt sérieux. C'est pas une revue prédatrice qui publie n'importe quoi. Nature, il vérifie un petit peu ce qu'il publie. C'est une revue avec, une très très bonne réputation. D'accord ? On va dire ça comme ça. Donc, quand un truc sort dans Nature, et que des spécialistes disent un truc dans Nature, et que d'autres spécialistes disent « ouais, non, ça a l'air correct », moi, je suis personne pour contredire ça. Parce qu'on m'a beaucoup reproché de m'être trompé, finalement. Oui, mais non seulement l'erreur est humaine, mais je ne suis pas
je ne suis pas compétent, moi, pour pouvoir dire si ça, c'est des quartz choqués ou pas. Quand un spécialiste me dit c'est des quartz choqués, je dis, bon, ok, amen. De la même manière, si d'autres spécialistes disent non, non, c'est pas des quartz choqués, ok, bah j'entends les deux avis. Au final, moi, je sais toujours pas. Mais si beaucoup de gens se mettent à critiquer ça en disant ce ne sont pas des quartz choqués, je suis obligé de les croire, en fait. Je vais vous faire une autre métaphore. Je sais pas si c'est une métaphore, une allégorie ou comment dire, peu importe, on s'en fout. Si vous avez mal à la tête et le nez qui coule, que vous allez chez le médecin en disant « je crois que j'ai un cancer de la tête » et qui vous dit « non, non, c'est juste une sinusite », lui, ça fait ça fait pas 10 ans, il a étudié 10 ans la question, vous l'avez étudié 5 secondes sur Doctissimo. Peut-être qu'il se trompe, peut-être que vous avez raison, mais statistiquement, on a beaucoup plus de raisons de penser que le toubib a raison. Je ne suis pas un expert dans ces questions-là, je sais à peu près lire un article comme ça, mais je ne sais pas dire si ce que j'y lis est juste ou pas. C'est pour ça que y a des peer reviews par des spécialistes, etc. Moi, je suis un vulgarisateur. Je prends une connaissance qui existe et je l'arrange pour la rendre intelligible au plus grand nombre. Mon boulot à moi, c'est ça. Je suis pas chercheur, je ne suis pas un spécialiste de tous les sujets que je traite. Je voudrais bien que ce soit clair, parce que ça, c'est une critique que j'ai beaucoup eue, bon, par des gens aussi de mauvaise foi, mais je veux dire, quand j'ai dit que je retirais la vidéo, il y avait beaucoup de « haha, elle est belle la zététique, dis donc, vous vous faites avoir comme des bleus !» Non. Le truc, c'est que on peut se tromper, et si on se trompe, bah du coup, il vaut mieux faire une vidéo pour expliquer pourquoi. Et donc, tout comme votre toubib en sait plus que vous sur votre santé parce qu'il l'a beaucoup plus étudié que vous, eh ben, les gens qui ont pondu cet article en savent plus que moi sur les quartz choqués, et ceux qui les ont critiqués en savent aussi plus que moi. Donc, dans l'histoire, moi, qu'est-ce que je fais? Je me contente de regarder les avis des uns et des autres, et de me ranger auprès de celui qui me paraît le plus cohérent. Mais au final, moi, je sais pas, et vous non plus. On est obligé de se fier aux spécialistes. De même, ils ont constaté que les débris étaient éparpillés d'une façon bien précise. En fait, ils ont été soufflés. Et tous dans la même direction. Mur, poterie, tout a pris un méchant coup de vent. Alors ça, c'est un argument qui m'avait déjà un petit peu dérangé quand j'ai fait la vidéo, mais je me suis dit, qui suis-je pour juger ça? En fait, quand on regarde par exemple cette poterie, alors certes, tous les débris sont orientés dans la même direction, mais je trouve ça assez peu compatible avec l'idée d'un souffle équivalent à celui d'une explosion atomique. Un peu plus tard dans la vidéo, je montre un essai nucléaire dans le désert du Nevada, et disons que c'est un vent un peu plus fort que celui qui te fait coucher juste une poignée de débris comme ça. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah, quand même, ça a pas soufflé très fort sur cette poterie en particulier. En fait, cette histoire de souffle, la direction les débris orientés plutôt, voilà, c'est absolument, c'est pas un problème là-dedans, on peut l'expliquer aussi sans explosion due à un météore. Il y a peut-être eu, comme je le dis, un méchant coup de vent, encore que, bon voilà, mais il y a peut-être eu effectivement, tout simplement, une explosion. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais un silo à grains, ça explose. Parce que les poussières qui sont dedans sont extrêmement inflammables. Mélangées à l'oxygène de l'air, ça peut créer une déflagration. Et si le tout est contenu, confiné, ça peut carrément exploser. Alors je sais pas comment étaient faits les silos de l'époque, parce qu'à l'époque il y avait des silos, bon, plus souvent ils étaient enterrés, mais ils avaient peut-être des silos hors sol. Il n'est pas impossible que dans un incendie un silo explose, je ne sais pas, Tout ce que je sais, c'est que bah déjà sur le moment je m'étais dit donc ils sont pas éparpillés très loin, mais je me suis dit aussi, si un spécialiste dit dans Nature que ça peut être une explosion due à un souffle équivalent à plusieurs tonnes de TNT, je me suis dit, qui suis-je, moi, pour juger? Parce que le problème, c'est que ce genre de conclusions que je suis susceptible de faire, c'est exactement les mêmes que celles que font les complotistes. Par exemple, je vous montre une photo de la Lune, vous voyez pas d'étoiles dans le ciel, alors qu'on est dans l'espace et qu'il n'y a pas d'air, etc. Vous vous dites, ah, c'est un complot. Non, il y a une explication que vous connaissez pas. Là, peut-être que c'est le cas aussi. Moi, ça me paraissait déjà bizarre, mais peut-être que c'est quand même le souffle d'une explosion, peut-être que c'est quand même le souffle d'une très forte explosion, mais c'est pas parce que je trouve ça bizarre que c'est suffisant pour tout remettre en cause. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la question, donc je suspends mon jugement. De la même manière, les squelettes retrouvés sont en piteux état. Leurs anciens propriétaires ont été, je cite, désarticulés de façon extrême avec une grande fragmentation du squelette. On a donc le souffle d'une explosion. Nos archéologues se tournent donc vers l'explosion volcanique pour expliquer la destruction de la région.
Sauf qu'une coulée pyroclastique, ça chauffe pas autant, ça provoque pas une pareille surpression, et surtout, on n'a pas de volcan à proximité qui pourrait être le coupable. Alors évidemment, sans même parler de volcan, une coulée pyroclastique c'est un peu comme une avalanche. Vous savez les grosses avalanches avec des gros nuages de neige et des gros courants d'air à l'intérieur, elles sont très dangereuses. Bon là c'est un petit peu le même phénomène mais avec de la cendre, une cendre très très fine, très chaude, mais quand je dis très chaude on parle de quelques centaines de degrés. Donc quelques centaines de degrés c'est suffisant pour mettre le feu à des trucs pas très épais, du papier, du petit bois, des trucs comme ça, mais ça n'est en rien comparable avec la combustion spontanée à laquelle on assiste à proximité d'une explosion nucléaire. Parce que l'explosion nucléaire émet tellement de lumière, tellement de radiation, que la température des objets autour atteint plusieurs milliers de degrés, et donc s'enflamme spontanément, avant même une quelconque onde de choc ou quoi que ce soit. Bon, là, on aurait été de toute façon dans un cas très différent. Néanmoins, quand on observe encore une fois les destructions qu'on a par exemple à Pompéi, elles sont radicalement différentes de celles qu'on voit là. Et puis surtout, il y a de la cendre. Évidemment, on retrouve des couches de cendre. Là, c'est pas le cas. Mais évidemment, déjà dans la vidéo, c'était pas du tout la question. Et quand les quartz de Tal el Hammam sont comparés avec ceux qu'on trouve sur des sites de tests nucléaires, la ressemblance est un peu trop frappante. Alors là-dessus, les spécialistes sont pas d'accord non plus. Ils disent bon oui c'est pas si ressemblant que ça. Et le problème c'est que moi en tant que pas connaisseur plus que ça dans le domaine, c'est-à-dire que oui je suis capable de regarder des roches comme ça et d'y voir des choses intéressantes, mais moi quand je compare les roches du Palace et les roches de Trinity par exemple, moi j'arrive pas à voir la différence. Donc ok, je suis encore une fois obligé de croire les spécialistes de la question qui disent que c'est différent. Tout comme je croyais les spécialistes de la question qui disaient que c'était la même chose. Encore une fois, là, on est sur une controverse. La question n'est pas fermée. L'article est critiqué, il n'a pas été retiré, il est toujours en ligne, selon les conditions là. Les critiques et tout le merdier sont publiés en dessous, mais l'article est toujours là, quoi. Donc il y a une controverse dessus, mais la question n'est pas fermée. A priori, le problème, c'est qu'ils sont vachement allés dans le sens de ce qu'ils voulaient montrer, et que l'équipe de chercheurs qui a fait ça a peut-être un biais ils veulent absolument trouver des impacts de comètes. Bon. Ça n'est pas suffisant pour dire qu'ils ont tort. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont démontés, mais là, c'est difficile à dire quand on n'est pas spécialiste. Dans les restes végétaux, c'est-à-dire là où on trouve beaucoup de carbone, ils trouvent encore, grâce au passage au microscope électronique, des diamonoïdes. Alors rappelez-vous, un astéroïde c'est presque un astre, un patatoïde c'est presque une patate, et bien un diamonoïde c'est du carbone qui a été soumis à de telles conditions de pression et de température qu'il adopte une forme cristalline proche du diamant. Pour rappel, les diamants se forment plusieurs centaines de kilomètres sous la croûte terrestre, donc ça a dû taper sévère. Alors ça aussi ça a été critiqué, l'histoire des diamonoïdes, en disant que un diamonoïde ça peut se former à des conditions de température qu'on peut trouver dans des incendies. Ok, mais par contre ça demande quand même une forte pression. Et ça, là-dessus j'ai rien vu. Donc la question est ouverte, mais n'empêche que ça a aussi été critiqué. Et dans tout ça, la spectro révèle encore la présence de platine, d'iridium, de nickel, d'or, d'argent, de zircon, de chromite et de quartz fondu, sans compter tout ce qui a été vitrifié au passage. Alors là-dessus, le principal article qui critique le premier affirme que les concentrations qu'ont trouvées les chercheurs sont certes bien réelles, c'est-à-dire que tous ces minéraux ils les ont bien trouvés, ça on le remet pas du tout en question. Par contre ils disent que les concentrations dans lesquelles ils les ont trouvés ne sont pas pertinentes. C'est-à-dire que tous ces minéraux, on les trouve de toute façon sur Terre. C'est une concentration particulière qui permet de dire qu'un truc est tombé à cet endroit-là. Parce que ce sont effectivement des minéraux qu'on trouve plus facilement dans des astéroïdes, des comètes, ce genre de choses. Donc quand il y en a une qui tombe à un endroit, évidemment, les concentrations augmentent. Là, ils en ont trouvé certaines concentrations, mais l'article qui y répond dit que celles-ci ne sont pas suffisantes pour être pertinentes. Donc ça, a priori, c'est aussi un argument qui part à la poubelle comme celui des quartz choqués. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? Bien sûr que oui, vous voyez où je veux en venir. Après avoir compulsé tout ça dans quelques simulations, l'équipe de chercheurs de l'université de Santa Barbara est arrivée à la conclusion suivante.
Alors cette image correspond à une simulation d'entrée atmosphérique. Et la simulation, enfin l'algo qui sert à simuler ce genre de choses a été mis au point par un chercheur qui a dit qu'il n'avait pas été consulté par les mecs qui ont pondu cet article quand ils ont fait cette simulation. Alors en soi, comme ça, bon, c'est pas un red flag, mais c'est un indice que bon, peut-être c'est pas un travail très sérieux et c'est pas un problème de ne pas faire appel aux gars parce que ces données étaient disponibles publiquement. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut faire cette simulation a priori. Mais ce qu'il leur reproche, l'auteur, c'est de ne pas leur avoir demandé comment ça marchait pour être sûr de faire ça correctement. Et il dit que peut-être ils ont rentré des infos comme ça les arrangeait pour obtenir le résultat qui les arrangeait. Peut-être. Alors, ok, ce à quoi je répondrai quand même un truc, histoire d'essayer de rester neutre, hein, encore une fois, qu'on soit bien d'accord. Au regard de tout ce qui s'est dit, l'hypothèse de la comète est fortement remise en question. Par contre, ça n'est pas une excuse pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est un truc que j'ai vu faire aussi beaucoup dans les commentaires. Il y a 2-3 trucs qui sont remis en question. Ah bah tout est faux. Non, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Là, en l'occurrence, on sait pas comment ils ont fait ça, les données exactes qu'ils ont rentrées, etc. Le chercheur dit que ils ont pu le faire à la porte Nawak parce qu'ils ne lui ont pas demandé, d'accord? Mais dans les faits, si, je sais pas, vous achetez un truc et vous vous en servez sans lire le mode d'emploi, ça veut dire que vous pouvez vous en servir de travers, mais vous pouvez aussi vous en servir correctement. Ça n'est pas une justification absolue. Voilà. Mais ça aussi, ça a été relevé. Il y a 3600 ans, alors que les habitants de Tal El Hammam vaquaient à leurs occupations, une comète a pénétré l'atmosphère à plus de 6 km par seconde. Alors évidemment, on est d'accord qu'à partir de ce moment-là de la vidéo, ce que je décris là, c'est le scénario qui correspond à la chute d'une météorite. Se désintégrant dans l'atmosphère, elle a provoqué une boule de feu de plus de 4 km de diamètre, équivalent à l'explosion d'une quinzaine de mégatonnes de TNT, soit, grosso merdo, la bombe d'Hiroshima. La température de l'air à proximité a immédiatement dépassé les 2000 degrés, enflammant tout, du bois aux vêtements. Les objets en bronze de l'époque, la céramique des tuiles et les poteries, tout s'est instantanément mis à fondre. En un instant, la ville était en flammes. Quelques secondes plus tard, l'onde de choc acheva le travail de destruction, rasant les bâtiments et pulvérisant ses occupants. Donc ça, c'est les fameuses images de l'essai au Nevada dont je parlais. Et vous pouvez voir que c'est quand même autrement plus violent que ce qui a renversé la poterie qu'on voyait sur l'autre image. À moins qu'elle ait été particulièrement protégée, celle-là et tout. Bon, voilà. C'est le truc qui me dérangeait un petit peu. Mais je me suis dit, qui suis-je pour juger de la manière dont une poterie est éparpillée par une explosion? Tu connais rien. Tal El Hammam, les villages alentours et même Jéricho, situé un peu plus loin, furent rasés. C'était pas la peine de chercher des survivants. Alors, pour la peine, si c'est une explosion équivalente à celle d'une bombe nucléaire, non, des survivants, il n'y en avait pas. Mais, si c'est une simple mise à sac ou un incendie de la ville, bon, là, ça pouvait valoir le coup de chercher des survivants. L'objet provoquant un tel cataclysme, comme dans le cas de l'événement de la Tunguska dont j'ai déjà parlé, était probablement une comète, c'est-à-dire un objet majoritairement fait de glace. Ce qui explique que, comme dans le cas de la Tunguska, on n'est pas retrouvé de cratère au sol, l'objet se vaporisant dans l'atmosphère. Alors cet argument-là, il est intéressant parce que il peut étayer les deux hypothèses. Ça, ce sont des arguments qu'il y a dans l'histoire qui restent quand même un petit peu neutres, c'est-à-dire que s'il y a une comète qui est tombée, c'est normal qu'on ne trouve pas de cratère. Et s'il n'y a pas de comète qui est tombée, c'est normal qu'on ne trouve pas de cratère. Mais si on reprend l'exemple de la Tunguska, comme je le dis, on n'a pas trouvé de cratère non plus, pourtant là on est à peu près certain de ce qui s'est passé. On a des témoins, on a tout un tas d'études qui ont été faites sur le sujet par... comment il s'appelait? C'était Léonide... Léonide Kulik, voilà c'est ça, le mec qui est allé sur place. Bref, là on sait ce qui s'est passé, donc, mais pourtant on n'a pas trouvé de cratère. Bon. Cependant, une destruction de ce genre, c'est un événement ponctuel. Alors, pourquoi la zone aurait-elle été désertée sur près d'un demi-siècle? Alors ça c'est un argument qui pose problème parce que les fouilles archéologiques montrent quand même, comète ou pas comète, que personne ne s'est installé dans la zone entre 300 et 600 ans après la destruction de Tal El Hammam et des patelins alentours. Donc manifestement il s'est passé quelque chose. Alors ça pouvait très bien être une guerre, néanmoins, bon, une désertion de la zone pendant un demi-millénaire,
millénaires, c'est... Bon, est-ce que c'est un changement climatique ponctuel, j'allais dire, qui provoque un assèchement de la zone pendant quelques centaines d'années, ou simplement dû au mouvement de population de l'époque? Bon, là c'est difficile à dire. Évidemment, la comète ça expliquait bien ça. Là, je sais pas. J'ai pas d'explication. Je n'ai pas trouvé d'explication non plus. Mais ça n'empêche qu'on peut tout à fait avoir une explication, tout ce qu'il y a de plus terrestre, sans avoir à faire appel à une comète. Était-ce parce que les habitants auraient vu là-dedans une punition divine et auraient craint la région? Pendant quelques décennies peut-être, un peu plus par tradition orale éventuellement, mais presque 600 ans. Toujours en analysant le sol, nos archéologues ont relevé une quantité de sel beaucoup trop élevée, même pour le voisinage de la mer Morte. Pour rappel, la mer Morte s'appelle comme ça à cause de sa formidable teneur en sel. C'est simple, l'eau en est saturée et on trouve des cristaux de sel au fond de l'eau. Rien n'y vit, d'où son nom. Mais les sols des environs ont une teneur moyenne en sel de 4%. Or, dans les strates de destruction, celle-ci peut monter jusqu'à 25%. 25% de sel dans le sol, c'est énorme. Assez pour stériliser la terre et empêcher toute culture, au moins jusqu'à ce que la pluie l'ait délavée. Et je vous rappelle qu'on est dans le désert. Alors là aussi c'est un argument, si on n'a pas de comète, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, j'ai une petite idée sur la question, mais encore une fois n'étant pas un spécialiste, c'est une simple hypothèse qu'il faut prendre pour ce qu'elle est. Donc si la moyenne des taux de salinité du sol autour de la mer Morte c'est 4%, c'est déjà gigantesque. Si par endroit on trouve 25%, ça pourrait avoir une explication géologique simple. Simplement, je sais pas moi, le sel qui ravine avec les eaux de pluie ou des trucs comme ça et qui se concentre à certains endroits, c'est possible. D'autant que la carte des spécialistes montre que c'est très hétérogène quand même, hein, comme seuil de salinité, enfin pas seuil, comme niveau de salinité dans le sol. Donc là encore, bon, ça pourrait s'expliquer par un raz-de-marée, et ça pourrait s'expliquer peut-être par de la géologie, mais je ne sais pas. Mais disons que c'est pas, encore une fois, cet argument n'est pas suffisant pour à lui tout seul dire ah mais si, regardez, il y a forcément eu une comète vu qu'il y a eu, voilà. Mais alors, d'où vient tout ce sel ? Eh bien, il est fort probable que la comète responsable de ce cataclysme n'ait pas complètement explosé en entrant dans l'atmosphère. Les simulations montrent qu'un fragment a très bien pu atteindre le sol et tomber dans la mer Morte, provoquant par-dessus le marché un raz-de-marée. Ouais, clairement, Dieu, il les aimait pas. L'eau de la mer Morte aurait alors déposé son sel sur toute la région, la rendant stérile et donc inhabitable par des populations dont l'activité principale était la culture et l'élevage. En gros, Dieu a atomisé une ville qu'il aimait pas et maudit toute la région. Du point de vue d'un homme du Chalcolithique qui assiste à la scène, c'est une explication qui se tient. Alors, notons que ça se tient aussi pour la foudre, par exemple. Hein. Un homme du Chalcolithique voit la foudre tomber sur une ville qui s'embrase dans un gigantesque incendie, ça peut aussi être une punition divine. Et des témoins, il y a dû y en avoir un paquet. Bon, beaucoup ont avalé leur extrait de naissance sur le moment, donc ils n'ont pas pu raconter ce qu'ils ont vu, mais une explosion atmosphérique de ce genre, c'est visible à des centaines de kilomètres de distance, et je vous rappelle que toute la région est fortement occupée dans cette période. Alors là encore une fois c'est intéressant parce que si ce genre de destruction intervient avec une comète, bon, les témoins à proximité, effectivement, ils ravalent leur extrait de naissance, mais ceux qui se trouvent plus loin peuvent assister à la scène, et on peut du coup avoir une tradition orale, ou simplement, voilà, que les gens sachent ce qui s'est grosso merdo passé, sans qu'ils aient forcément d'explication claire. Si par contre la foudre, mettons, tombe sur la ville et il fout le feu, alors il y a beaucoup moins de gens qui ravalent leur extrait de naissance, mais à proximité, il y a quand même des témoins qui sont en mesure de raconter ce qui s'est passé. Et ça peut, là aussi, donner naissance à des histoires, une tradition orale ou ce genre de choses. Mais, comme je l'ai dit dans la vidéo, il faut éviter d'y voir un lien trop direct. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une tradition orale pendant quelques décennies ou quoi, ça peut peut-être donner naissance à un mythe, mais ça reste peu probable, quand même. Que la destruction de cette ville et de toute la région soit transmise par tradition orale avant d'inspirer le mythe de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est pas impossible. Mais attention, supposer qu'une tradition orale serve d'inspiration à un mythe, c'est une chose, mais voir un lien un peu trop direct entre le mythe et l'histoire est un écueil à éviter.
Le truc, c'est qu'il faut faire super gaffe aux conclusions hâtives, et il y a beaucoup d'équipes de pseudo-archéologues qui essayent de justifier leurs croyances en allant faire des recherches un petit peu, disons, orientées. Vous avez peut-être déjà vu les vidéos de Lenny du Science Coder sur les géants. Donc il y a des pseudo-archéologues qui essayent de te déterrer des squelettes de gens très grands et dire « Ah, t'as vu, il existait des géants de 5 mètres parce qu'on a trouvé un mec qui faisait 2,30 m. » Voilà, il y a aussi des mecs qui essayent de prouver qu'ils ont trouvé l'arche de Noé alors que non. Enfin voilà, des gens qui essayent de justifier des récits bibliques par des recherches archéologiques, il y en a plein. Est-ce que c'est le cas de cette équipe? C'est difficile à dire. A priori, eux, ils ont plus envie de trouver des impacts de comètes partout. Ce qui n'est pas vraiment une meilleure manière de faire de la recherche, hein. Théoriquement, on observe les faits, on en tire une conclusion et on part pas de la conclusion pour faire coller les faits. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? C'est un peu difficile à dire. Le problème, c'est qu'on connaît pas clairement leurs intentions aux auteurs. On peut supposer, mais on sait pas. Mais alors, pourquoi ce mythe? Et quel rapport entre faire l'amour par le cul et le courroux divin? Bah en fait, à l'origine, aucun. Alors il y a des gens qui m'ont dit que d'autres passages de la Bible réprouvaient l'homosexualité, oui, mais on va y revenir. Cependant, il est fort probable que les témoins de l'époque aient vu un lien entre les mœurs de la ville et une punition divine. En effet, on est à une époque où les premières villes se développent, et en même temps, les premières inégalités sociales. Et ouais, les riches et les pauvres, ça date pas du capitalisme. Sauf si on considère que le capitalisme date de cette époque. Alors à chaque fois que je dis un truc similaire, j'ai des marxistes qui me tombent sur la gueule. Alors on va juste préciser 2-3 choses. Déjà, avant les installations sédentaires, avant l'agriculture, etc., il y avait effectivement moins de disparités sociales, mais oui, bien sûr qu'il y en avait. C'est-à-dire que si tu prends une famille de 12 chasseurs-cueilleurs en pleine forme, avec 12 paires de mains qui peuvent chasser et cueillir, ils s'en sortent probablement mieux que 3 petits vieux en mauvaise santé qui ont du mal à chasser et du mal à cueillir. Oui, cette disparité, évidemment, elle existe. Mais c'est pauvre versus très pauvre. On n'est pas... voilà. C'est en rien comparable avec les disparités sociales qui apparaissent plus tard. De même, il y a des gens qui aiment pas cette idée, mais le capitalisme, c'est pas quelque chose de très récent. Le modèle de société dans lequel vous vivez est plus ancien que vous pouvez le croire. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a 2000 ans, il y avait des bateaux qui parcouraient la Méditerranée chargés de denrées, qui étaient enfermés dans des amphores ou ce genre de contenants. Ces bateaux étaient assurés, et leur cargaison aussi, en cas de naufrage, de perte, de piratage, de machin, etc., enfin de piraterie plutôt, ils étaient assurés. Il y avait des assurances, déjà à l'époque, et des gens qui faisaient leur beurre avec des assurances. Il y avait des banques aussi. Alors on appelait ça l'usure, mais le concept était le même, c'est-à-dire je te prête de l'argent et tu m'en rends plus tard. C'est une banque, même si ça avait pas le même nom. Quant même aux bateaux de transport, ils transportaient des denrées à travers la Méditerranée, dans des contenants qui étaient certes pas aussi standardisés qu'aujourd'hui, mais c'était les containers de l'époque, hein. Alors j'avais vu aussi un truc intéressant pendant mes cours d'archéologie, on a retrouvé dans toute l'Europe des têtes de hache en bronze qui après analyse se sont toutes révélées provenir de je sais plus quel site en Bretagne je crois, ou c'est un peu vague, j'ai plus exactement en tête ce que c'était, mais en gros ce que ça veut dire c'est qu'à une époque, il y a des mecs qui fabriquaient des têtes de hache, voire des haches, hein, on sait pas, quelque part près d'une mine de cuivre ou de cuivre et puis ils faisaient du bronze avec, peu importe. Le fait est que ça s'est exporté dans toute l'Europe. Alors ça veut probablement pas dire que c'était le Amazon de l'époque avec des bons de commande qui venaient de l'autre bout de l'Europe, mais concrètement ça veut dire qu'ils exportaient ça partout. C'est une forme de mondialisation. Évidemment ça n'a rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui, toute proportion gardée, hein. Le commerce n'était pas le même, avec la même ampleur, mais dans le principe, c'est pareil, c'est tu fabriques des trucs et ça s'exporte partout. En tout cas, il y a des intermédiaires, des gens qui l'achètent et qui vont vendre un peu plus loin, etc. Il existait une forme de mondialisation. On trouvait déjà, il y a 2000 ans, des biens, chez un peu tout le monde, qui venaient de l'autre bout de l'Europe. Et même au néolithique, on trouvait des bijoux dont on pouvait situer les origines plusieurs milliers de kilomètres plus loin. Donc évidemment, ça se faisait pas aux mêmes échelles qu'aujourd'hui, ni dans les mêmes quantités. Mais il y avait déjà des interconnexions dans le monde entier, et on trouve trace, il y a quand même vachement longtemps, de modèles économiques semblables à ceux qu'on a aujourd'hui. Mais juste évidemment pour préciser, hein, le travail à la chaîne, les usines et tout ça, oui, ça date de la deuxième révolution industrielle. Hein.
Voilà, juste pour être clair. Mais disons que les modèles économiques de notre société, disons que les sociétés il y a 2000 ans étaient très différentes d'aujourd'hui, évidemment, mais elles étaient aussi curieusement similaires sur bien des points. L'homme n'a pas tant changé que ça. En gros, à l'époque où les humains étaient rassemblés en familles vivant de culture et d'élevage, tout le monde était logé à peu près à la même enseigne, puisque tout le monde avait très peu de choses. Mais quand de grands groupes sociaux ont commencé à se former, comprenez par là des villages puis des villes, certains s'en sont mieux tirés que d'autres grâce au commerce notamment. Et c'est à cette période qu'ont commencé à apparaître les inégalités sociales. Or là, on parle d'une des plus grandes villes de la région, si ce n'est la plus grande, avec, je le rappelle, près de 8000 habitants. Dans ces conditions, il est fort probable que les riches aient été très riches et les pauvres très pauvres. Et un pauvre, quand il doit manger, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vole aux riches. Il est donc très probable que dans ce grand centre urbain se soit développé un truc que les habitants des hameaux et les petits agriculteurs qui marchaient beaucoup à l'entraide ne connaissaient pas. La criminalité. Alors évidemment, encore une fois, je nuance un petit peu, mais il n'y a pas besoin d'une grande ville pour avoir de la criminalité, mais encore une fois, pour caricaturer un peu, c'est le voleur de pommes versus le mec qui va tuer 3 personnes de sang-froid pour leur piquer ce qu'ils ont sur eux. C'est a priori la criminalité telle que vous la connaissez aujourd'hui. Au néolithique, c'était pas tout à fait pareil. Voilà. Encore une fois, les gens qui me tombent dessus à bras raccourcis pour ce genre de choses dites dans une vidéo, essayez de pas oublier que le monde n'est pas manichéen, il est fait de nuances, et on ne peut pas retranscrire l'intégralité de ces nuances dans une poignée de phrases. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire là, mais voilà, je trouve que parfois il y a des gens qui, je pense, font un peu exprès de ne pas comprendre qu'un propos a besoin d'être nuancé. Voilà. Il est tout à fait possible que les grandes villes de l'époque aient eu une mauvaise réputation, celle d'héberger de mauvaises gens, entre ceux qui s'enrichissent trop aux dépens des autres et ceux qui commettent des crimes. Tant et si bien que le jour où le feu et le soufre pleuvent du ciel, eh ben une explication avancée soit que Dieu, ou les dieux, réprouvent ce mode de vie. Et encore une fois, ça marche aussi avec la foudre, ou d'ailleurs n'importe quelle catastrophe naturelle qu'on peut imputer à une divinité. Cependant, on parle là de criminalité, pas de sexualité dépravée. Donc d'où vient cette histoire de sodomie ? À aucun moment dans la Bible, le péché de Sodome n'est précisé. La version originale du récit semble bien montrer que quand les habitants de Sodome veulent faire connaissance des anges, ce soit sarcastique. Mais le sens précis prête vraiment à interprétation. Alors là, j'ai reçu une critique à plusieurs reprises de gens me disant « Oui, mais tu sais, plus loin dans la Bible, on réprouve quand même l'homosexualité, donc ça veut dire que la Bible, elle est quand même homophobe. » Oui, mais c'est tout à fait compatible avec le fait que ce texte-là ne réprouve pas spécialement l'homosexualité ou ne parle même pas d'homosexualité. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la Bible est un corpus de textes. Ils n'ont pas été écrits au même moment, par la même personne, et surtout, ils ont été choisis. Il y a eu du gros cherry-picking dans la Bible. J'explique. Tiens d'ailleurs, pendant mes études, j'avais un module sur l'histoire de l'Église ancienne que j'avais beaucoup aimé, qui consiste pas mal à comparer les archives et les trouvailles archéologiques avec les récits bibliques, et on constate des fois de légères différences, on va dire, voilà. Et par exemple, je peux vous conseiller ce genre de lecture, parce que l'Église, c'est pas retrouvé du jour au lendemain ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. C'est formé avec le temps, il y a eu beaucoup d'étapes et beaucoup de... Enfin bon, bref, on va en parler un peu. Donc, pour résumer, on va dire que les textes de l'Ancien Testament ont été écrits entre 800 et 200 avant Jean-Claude. Les textes du Nouveau Testament ont été écrits entre 50 et 200 après Jean-Christian. Donc c'est pas vraiment... Enfin voilà, il y a énormément d'auteurs et les textes veulent un peu dire tout et n'importe quoi en fonction de l'auteur. Mais arrive l'empereur Constantin Ier qui se convertit et qui fait doucement de... Alors je crois que à la base lui, il sort une loi pour la liberté de culte, mais concrètement il fait quand même du catholicisme la religion d'État, si je puis dire. Et surtout c'est lui qui convoque le premier concile de Nicée en 325, je crois, un truc comme ça. Et ce concile, en fait, il est dit œcuménique, c'est-à-dire il y a
tous les évêques qui viennent, parce que chacun de son côté a un petit peu les croyances qu'il veut, et on dit bon ok, tout le monde croit n'importe quoi, maintenant on va faire un dogme le même pour tout le monde, et on va décider de ce qui est canon et ce qui est pas canon. Donc les mecs, ils ont grosso merdo mis le dogme en place, alors c'est pas forcément le même qu'aujourd'hui, il a encore évolué par la suite, hein, mais voilà, ils ont dit maintenant on va dire la religion c'est ça. Et surtout ils ont choisi les textes qu'ils voulaient garder comme canon, c'est-à-dire ceux on dit ils sont justes. Parce que dans la Bible, t'as 4 évangiles. Il y a Jean, Luc, Matthieu et... je sais plus, Jean-Claude, je crois, un truc. Bon, on s'en fout. Le fait est que t'as 4 évangiles, mais des évangiles, on en a beaucoup plus. Seulement, ils sont pas considérés comme canon. Par exemple, je crois savoir qu'il existe l'évangile selon Judas. Seulement les mecs à l'époque, ils se sont dit, on va garder les textes qui nous arrangent pour aller dans le sens qu'on veut. C'est clairement du cherry picking, et oui, je suis désolé si ça vous plaît pas, mais la Bible a été construite comme ça. C'est ce texte-là il nous arrange, on le prend, celui-là, bof, pas trop, on va le laisser de côté. Et c'est ce qui nous donne du coup les écrits apocryphes. Donc ce sont des écrits qui sont contemporains de la Bible, qui racontent les mêmes histoires que la Bible, mais racontées par d'autres personnes ou d'autres versions, et ça les arrangeait pas trop, ils les ont laissés de côté. La Bible a été construite comme ça. Et donc pour revenir à mon histoire, on a ce texte. L'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe et Lot qui s'enfile ses filles, les sodomites, est-ce que c'est des sodomites ou est-ce qu'ils sont juste un peu violents, etc. On a cette histoire-là. Et les exégètes, donc les gens qui analysent les textes un peu flous comme ça, les premiers exégètes n'y ont absolument pas vu de l'homosexualité dans ce texte. Par contre, plus tard, vers le 3-4e siècle, on a ce premier assemblage de la Bible et on a surtout les premières tendances homophobes dans l'Église et dans la société en général. Et donc, c'est assez logique que les mecs, quand ils commencent à assembler leurs textes sacrés à l'époque, ça aille un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, les textes qui réprouvent l'homosexualité, ça les arrange. Celui-là, il est un peu flou, on sait pas, mais si on peut l'interpréter comme ça... bon, il va dans ce sens-là, c'est très bien. Mais ça veut absolument pas dire que le mec qui l'a rédigé réprouvait l'homosexualité, ni même ne parlait d'homosexualité à ce moment-là, et donc ça n'est absolument pas incohérent avec le fait qu'il était interprété comme ça par la suite. C'est-à-dire que ce texte est flou, vraiment flou. Celui qui l'a écrit, on sait pas ce qu'il a voulu dire, vu que le texte est flou. Les premiers qui l'ont interprété n'y ont pas vu d'homosexualité. Ceux qui l'ont interprété ensuite, au moment où on a commencé à être homophobe, l'ont interprété de cette manière-là, parce que de toute façon il est flou, on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait. Donc, le fait que ce texte ne fasse peut-être pas référence à l'homosexualité et ne soit pas une justification pour réprouver l'homosexualité, n'est en rien incompatible avec le fait que plus tard dans ce corpus de textes, il y ait d'autres textes, d'autres auteurs qui, eux, réprouvent clairement l'homosexualité. Est-ce que je m'ai fait comprendre ? Parce qu'encore une fois, hein, c'est plein de gens qui ont écrit ces textes à plein d'époques différentes, et surtout, ce sont des textes qui sont interprétés. Ce que vous voyez la plupart du temps, ce sont des exégèses, c'est-à-dire, bon, ce texte, il veut rien dire, mais peut-être qu'il veut dire ça, et on va l'interpréter comme ça, etc., etc. Voilà. Mais dans les faits, le texte ne parle pas de sexualité. Enfin, peut-être qu'il le fait, peut-être pas, il est trop flou pour qu'on puisse en conclure quelque chose. Tout le reste, ce sont des interprétations. Alors après, par contre, on est d'accord que plus tard, je sais plus dans quel bouquin, on dit tu coucheras pas avec un autre homme, c'est une abomination. Oui, là, ok, c'est clair. Mais c'est un autre texte, d'un autre auteur. C'est vers le 2 ou le 3e siècle qu'on commence à interpréter ce passage comme une demande de rapport homosexuel. À cette époque-là, la pédérastie n'est pas spécialement un problème, au contraire, elle est plutôt mise en valeur, surtout en Grèce. Va te faire voir chez les Grecs, ça vient de là d'ailleurs. Mais à ce moment-là, les exégètes pensent encore que la destruction de la cité est due au mépris de ses habitants pour les pauvres et les étrangers. C'est au IVe siècle que saint Augustin, pour la première fois, dit qu'être pédé c'est caca. Et l'empereur byzantin Justinien Ier évoque en 543 l'épisode de Sodome et Gomorrhe dans une loi visant à condamner l'homosexualité. Depuis lors, l'homophobie est progressivement devenue la norme, et ce n'est que très récemment, quelques décennies en fait, qu'on recommence à l'accepter. Et de fait, le nom de sodomite n'a été attribué qu'à partir de ce moment-là aux personnes pratiquant l'homosexualité. Donc même si en français ça fait clairement référence à l'amour par le cucu, eh ben dans d'autres langues, la sodomie peut faire référence à n'importe quelle pratique sexuelle à visée non reproductive. En gros, tout ce que vous pouvez faire avec votre pistolet tant que vous tirez pas dans la cible. Et en allemand, ça désigne même
la zoophilie. Alors, fun fact, enfin fun fact. Le tueur en série John Wayne Gacy, qui était un des plus gros tueurs en série aux États-Unis, avant de se faire gauler en tant que tueur en série, a été condamné une première fois pour sodomie, parce qu'il avait agressé sexuellement un jeune homme qui, je crois, était mineur. Et du coup, il n'a pas été condamné parce qu'il l'a sodomisé, au sens français du terme, il a été condamné parce que le fait d'abuser sexuellement d'un jeune garçon, donc dans un cadre homosexuel, hein, évidemment, bon, mais quand même, sans parler de pénétration anale ou quoi que ce soit, merci ma monétisation, ce crime-là, le fait d'agresser sexuellement un mineur, est considéré comme sodomie aux États-Unis. Donc, on va juste mettre un truc au clair, les États-Unis, c'est un pays qui est quand même vachement homophobe encore, hein, mais par contre, je pense que c'est important de garder de la nuance dans tous les propos. Donc quand vous voyez que la sodomie est pénalement répréhensible aux États-Unis, ça fait pas forcément référence aux actes homosexuels, hein. On parle de trucs comme ça, c'est-à-dire potentiellement du viol, ou voilà. De toute façon, pour qu'il y ait une condamnation, il faut déjà que quelqu'un se plaigne. Voilà, donc juste quand vous voyez une condamnation pour sodomie, dites-vous que c'est peut-être pas juste un rapport homosexuel, c'est peut-être quelque chose de plus grave que ça, pour ainsi dire. Nul doute qu'après plus de 1000 ans de cette interprétation des textes, on soit tenté d'y voir du sexe quand les sodomites disent vouloir faire connaissance des anges. Mais ils pouvaient très bien vouloir faire connaissance de leur portefeuille, ou bien ça peut être simplement une manière très sarcastique de dire qu'on va simplement leur péter la gueule. Donc si Tal El Hammam a été soufflé par une comète il y a presque 4 millénaires, et que l'histoire a dû beaucoup circuler, la ville est peut-être, ou peut-être pas, la mythique Sodome. Par contre, une chose est à peu près sûre, pas grand monde ne s'est dit que Dieu détestait les PD et les avait atomisés avant le 4e siècle de notre ère. Donc, faites attention aux liens de causalité potentiellement illusoires, mais faites encore plus attention aux manières qu'ont certains d'interpréter des textes religieux un peu trop flous. En conclusion, voilà comment, au IVe siècle, deux culs bénis se sont servis d'un événement cosmique pour justifier leur haine des PD. Et voilà comment, dans une même vidéo, on peut parler de chute de comète, de sodomie et de filles qui couchent avec leur père. Voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo. Et donc pour résumer, les principaux arguments en faveur de la comète, à savoir les quartz choqués qui justifient une grosse onde de choc et la présence de matériaux propres aux météores, bah, ces deux trucs-là, ça tient moyennement la route, a priori, si on en croit les papiers qui sont sortis depuis. Le reste, c'est difficile à dire, mais ces deux trucs-là, c'est quand même un petit peu les pierres angulaires du papier. C'est-à-dire que si vous enlevez ça, le reste, il reste pas grand-chose. Donc effectivement, dire que la ville de Tal El Hammam a été soufflée par la chute d'une comète, c'est compliqué à affirmer, là, a priori. Donc la conclusion, c'est ça. Par contre, je vais juste en profiter de cette conclusion pour parler d'autre chose. Quand j'ai été mis au courant de tout ça, j'ai supprimé la vidéo aussitôt que je le pouvais. J'étais en déplacement, c'était compliqué, elle est restée en ligne quelques jours de trop, mais n'empêche que dès que j'ai pu, je l'ai virée et j'ai fait une vidéo, courte vidéo, expliquant pourquoi. Et en commentaire sous cette vidéo, j'ai eu beaucoup de « Haha, ils sont beaux les sceptiques, hein, vous êtes bons pour débunker les autres, mais pas pour l'appliquer à vous-même. » Mais justement, si. Quand on m'a dit que cet article était probablement pas bon et que toute l'histoire s'effondrait du coup, bah, je me suis dit, j'ai pas de raison de laisser la vidéo en l'état. Concrètement, si vous voulez voir la vidéo, elle est toujours en non répertorié avec ses commentaires et tout le merdier, je vous mettrai le lien en description. Elle existe toujours, mais elle n'est plus visible, parce que je pense que c'est pas raisonnable de laisser cette vidéo en ligne et de juste faire une deuxième vidéo à côté. Pourquoi ? Parce que, principe de Brandolini, une information ou une information fausse circule toujours plus vite que son démenti. En plus, le démenti, il arrive après, donc il y a des tas de gens qui ont entendu parler de l'histoire, et seulement une fraction qui entendra parler du démenti. Et parmi ceux qui entendront parler du démenti, il y aura seulement encore une fraction qui en sera convaincu, parce qu'il est toujours plus facile de croire que de décroire. Donc une fois que vous êtes persuadé d'une belle histoire, si on vient vous dire qu'elle est fausse, vous la garderez toujours un petit peu dans un coin de votre tête en disant « Ah ouais, mais peut-être que quand même, etc. » Donc, le problème, c'est d'ailleurs ce qui s'était passé avec cet article. L'article, ou l'info, l'intox, ce que vous voulez, circule toujours plus que le démenti. C'est chiant.
c'est chiant. Mais c'est pour ça que je me suis dit qu'il valait mieux que je refasse complètement une vidéo, où ce coup-ci vous pouvez voir la première avec mes commentaires que je suis en train de faire là. Mais du coup, ben c'est comme ça que ça marche, l'esprit critique et la science en général. Quelque chose est considéré comme vrai, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que les relativistes qui sont là, on ne peut rien savoir, on ne sait rien, ouais, mais on n'avance pas avec ça. On est obligé de considérer des choses comme vraies pour pouvoir aller quelque part, pour pouvoir essayer de se construire une connaissance. Mais si jamais ce qu'on croit être vrai est remis en question, il faut être capable de l'accepter et de se remettre en question et de le considérer comme faux. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire avec cette vidéo. Et donc ceux qui disent tu as retiré ta vidéo parce que tu t'es gouré, t'es qu'une merde, la zététique, le scepticisme, la science c'est de la merde, bah non, c'est justement pour ça que la science ça marche. Et c'est aussi pour ça que je continue à faire confiance à Nature ou aux gens qui critiquent Nature. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais quand des spécialistes me disent voilà il y a ça, à un moment, il faut que je leur fasse un peu confiance. Je peux pas tout savoir dans la vie, comme je vous en parlais tout à l'heure avec le médecin. À un moment, il y a des gens qui étudient les questions et auxquels il faut pouvoir se fier un minimum. Mais ces gens peuvent se tromper. Et si vous ne voulez vous fier qu'à des gens qui ne se trompent jamais, il y a des gens qui prétendent ne jamais se tromper, hein. Ils vont vous mener en bateau. Je vais pas citer de nom parce que ça va encore faire du drama, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Non, les gens se trompent, y compris les spécialistes. Parfois c'est de bonne foi, parfois ils veulent tromper les gens, bon, mais les erreurs existent, shit happens. Mais la bonne démarche, c'est absolument pas de se dire qu'on se trompe jamais, parce que là, si on se trompe, on ne le verra pas. Non, c'est de garder à l'idée qu'on peut se tromper, et si c'est le cas, se corriger. Quelque chose est vrai jusqu'à preuve du contraire. Mais en cas de preuve du contraire, il faut être capable de se remettre en question. Et je voudrais juste finir sur un truc. Le scepticisme, la zététique, et peu importe les noms que vous mettez dessus, ça sert pas à avoir raison. Ça sert à découvrir la vérité. À titre personnel, mon intérêt, c'est de connaître la vérité. On va pas rentrer dans les débats philosophiques de savoir si la vérité existe ou quoi, mais si quelque chose est vrai, je veux savoir que c'est vrai. Si quelque chose est faux, je veux savoir que c'est faux. Mon intérêt dans le scepticisme, ça n'est pas d'avoir raison. Et malheureusement, il y a des tas de gens qui se servent du scepticisme pour dire « Ah là, t'as un biais de machin, ah là, t'as fait un sophisme de trucs dont t'as tort. » Et ils abattent ça comme des cartes contre ou non. C'est pas comme ça que ça marche. Le scepticisme, c'est pas essayer de prouver que l'autre a tort. C'est essayer de déterminer soi si ce qu'on croit est vrai ou pas, et corriger ses croyances ou son savoir à l'aune des informations qu'on reçoit. Et ces gens qui m'ont laissé ces commentaires, je crois qu'ils sont pas dans cette démarche, et je crois qu'ils n'ont pas compris quelle était cette démarche, et je crois que c'est pour ça aussi qu'ils continuent à croire des pourvoyeurs de vérité absolue, des sachants, des sacheurs. Quand on est sceptique, c'est pour connaître la vérité, pas pour avoir raison. Mais connaître la vérité, bah ça implique souvent quand même de devoir changer d'avis. Et vous savez ce qu'on dit des imbéciles. Voilà, donc pour conclure une bonne fois pour toutes, il semblerait que Tal el Hammam n'ait pas été détruite par une comète. Il y a quelques trucs qui restent à expliquer, mais vous savez ce qu'on dit aussi, l'explication la plus simple est souvent la meilleure, et jusqu'ici, l'hypothèse d'une simple guerre, un incendie majeur ou ce genre de choses, est une explication a priori plus plausible que la chute d'une comète. Donc je me devais de corriger cette vidéo. Maintenant, bon bah l'article n'a pas été complètement retiré, je suis assez curieux de voir s'il y aura de nouveaux développements à l'avenir. Là, pour la peine, bah, je vais peut-être suivre, parce que maintenant je sais qu'il y a cette controverse. Mais en attendant, voilà. Bon bah du coup, ça me refait une vidéo quand même. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire... Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.